et le Congo et les Congos. Et on va donc faire un focus sur la diaspora, les diasporas institutionnelles, la diaspora du secteur public, du secteur privé, de la politique. Comment cette diaspora, elle se fédère, elle se mobilise pour créer des investissements durables au Congo. Alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi plusieurs panélistes, on en a parlé tout de suite en introduction. J'invite donc à me rejoindre tout d'abord Madame Claire Tawad. Merci d'être avec nous. On peut l'applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs. Elle est présidente du Conseil des élus français originaire du Congo-Kinshasa. Merci d'être avec nous. Je vais également inviter Madame Karine Soukou à bien vouloir nous rejoindre. On peut également l'applaudir chaleureusement. Elle est directrice générale de la Porte du Futur. C'est un incubateur. On en reparlera. J'invite Monsieur Arnaud Floris, directeur Afrique de BPI France. Alors, il nous rejoindra peut-être dans un second temps. Nous avons également Monsieur Afidou Joseph Ikwala, responsable des canaux digitaux et alternatifs EcoBank RDC. On peut l'applaudir chaleureusement. Merci d'être avec nous. Prenez place. J'invite Monsieur Kano Telema, fondateur du TikTok Telema. Merci d'être avec nous. On peut également chaleureusement l'applaudir. Et je vais inviter Monsieur Bélior Kabengele, directeur pays de l'AFD, pardon. Merci également d'être avec nous. On peut également l'applaudir. Chers panélistes, merci pour votre présence. Merci, ça fait donc pour certains d'entre vous plusieurs fois que vous êtes à Congola Paris. On crée tous ensemble une passerelle. Vous êtes des acteurs très impliqués au cœur de notre diaspora, dans différents secteurs. C'est vraiment le plus intéressant dans ce panel, c'est qu'on a là, devant vous, plusieurs personnes qui viennent de plusieurs secteurs différents. On a du secteur privé, du secteur public, on a de la politique, on a également voilà, des institutions qui sont représentées. Et l'idée, c'est de comprendre comment nous, en tant que diaspora, on parvient à créer finalement une passerelle suffisamment forte et impactante pour qu'on puisse avoir au Congo, donc au Congo, Kinshasa et bien sûr Brazzaville, de la résonance. C'est un peu ça. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table rapidement parce qu'on a 45 minutes d'échange et 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à préparer vos questions. Est-ce qu'on peut déjà commencer par faire un état des lieux de cette cohésion que l'on a entre nous avec nos disparités, comme je le disais, secteur public, institutionnel, secteur privé. D'après vous, avec ce petit tour de table, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il existe une synergie suffisamment forte au cœur de notre diaspora? Oui, si je peux commencer. Alors, me présenter, je suis donc Madame Claire Tawad. Je suis élue locale, maire adjointe dans la ville de Grigny. Je suis aussi, c'est à ce titre-là, je pense que vous m'avez invité, je suis présidente de l'association CEFOR, qui est un collectif des élus français originaires du Congo-Kinshasa. Et nous sommes rassemblés, en tout cas, ces élus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Il y a plein de Congolais d'origine qui sont engagés en politique. Et j'ai un ami, un collègue qui est là, M. Jean Penja. On salue, bien sûr. Merci d'être avec nous. Bien évidemment, et qui candidate. Je rappelle simplement qu'on a des échéances électorales au mois de mars prochain sur les municipalités qui candidatent pour être maire dans sa ville de Savigny. Donc je vous recommande de suivre vraiment tout son parcours, c'est très intéressant. Alors pour répondre... Je pense qu'on peut applaudir, hein. On aime aussi ériger nos rôles modèles et vous en êtes un. Merci d'être avec nous. Pour répondre à ta question, bien évidemment, je pense que dans toutes les activités qui se passent sur la place de Paris, vous arrivez à nous reconnaître au jour d'aujourd'hui. Il y a Cano, il y a Bémir, il y a monsieur peut-être que je ne connais pas, mais il y a Karine qui est là. En fait, on a compris une chose, qu'il faut se fédérer, se mettre ensemble pour que nous soyons plus audibles. Parce qu'à un moment donné, on a remarqué que quand on joue, si je peux m'exprimer comme ça, perso, c'est toujours très très compliqué. Mais au jour d'aujourd'hui, au niveau de la diaspora, que ça soit associatif, que ça soit, comment dirais-je, d'investissement, on est tous ensemble. Hier, on était avec Tiki sur l'événement qu'il organisait, vraiment pour donner à voir que ici en France, cette diaspora est active et elle est multiservice, si je peux m'exprimer aussi. Moi, je suis politique, je suis
très à l'aise avec mes collègues qui sont à l'AFD, par exemple, dans l'association. Je suis très à l'aise avec Kano dans tout ce qui est think tank. Je suis très à l'aise. Il y a Kasi qui est quelque part, Rudy qui est quelque part là. Voilà, c'est vraiment pour donner à voir que en France, voilà, nous sommes là. Nous sommes aussi des enfants de la République et en même temps, nous sommes ces ambassadeurs de nos pays d'origine, qui notamment est le Congo Kinshasa. Voilà. Merci, on va y revenir justement à cet engagement politique que vous portez et voir justement de quelle manière est-ce qu'il peut finalement sortir finalement et impacter aussi les autres. Donc, Kano, vous voulez peut-être réagir. D'après vous, le constat aujourd'hui, quel est-il? Pour moi, le constat est simple. D'abord, je vais me présenter, je pense, Kano. Donc, je suis le fondateur du think tank Téléma, que j'ai initié avec un ami, Richard Moukiendi, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Et notre rôle est de concevoir des articulations socio-économiques pour le développement de la RDC. Suite à ça, nous avons aussi initié une bannière qui s'appelle Diasporama, dont le but est de mettre en synergie les forces des acteurs clés de la diaspora congolaise pour des actions, disons, ciblées. Ça a été le cas, par exemple, en janvier, lorsque les manifestations sur Paris, qui ont duré plusieurs semaines, ont été portées par l'urgence Ponamboka, avec Lisanga Ponamboka, que nous avons porté jusqu'avec Maman Claire et d'autres au Quai d'Orsay, pour demander justement des explications au niveau de la non-réaction du gouvernement français, qui ne s'est d'ailleurs pas fait attendre, puisqu'ils ont voté le 21 février, si je ne me trompe pas, contre les exactions du M23. Donc il y a eu vraiment une dynamique qui a été été créée et un résultat. Tout à fait. De toute façon, si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que quand nous le faisons, nous parlons un double langage. Nous le faisons en tant que Français d'origine congolaise, et les élus y participent énormément, ainsi que les acteurs économiques ou associatifs. Mais nous le faisons aussi pour que le Congo ne se sente pas seul. On est des millions, ils doivent le savoir. Merci, très intéressant de voir toutes les synergies qui se font. Alors peut-être pas toujours connues du grand public, mais beaucoup de choses se passent et on est justement là à Congola Paris pour permettre à toutes ces initiatives d'être vues et connues du plus grand nombre. Alors Karine, dites-nous un petit peu, effectivement, vous présenter en quelques mots et surtout, voilà, quel serait le constat que vous feriez si vous deviez en faire un sur aujourd'hui la manière dont la diaspora se fédère entre elles. Bonjour à tous, donc Karine Soukou. J'ai à la base un profil en finance, donc je suis responsable administrative et financière sur une plateforme médicale de recherche. Et de ce que j'ai pu faire comme constat, donc j'ai un profil aussi, un background en relations internationales et stratégiques, donc en sciences politiques. Et c'est vraiment là où je m'épanouis, effectivement. Et c'est en 2020, quand il y a eu donc, le Covid, que j'ai commencé vraiment à entrer en relation avec tous les Congolais, avec vraiment toutes les associations qui contribuent justement à la mise en valeur des activités congolaises, de ce que toutes les personnes qui sont issues d'originaires du Congo peuvent faire ici en France. Et le constat a été très clair. En fait, aujourd'hui, la synergie et surtout la complémentarité, la recherche de la complémentarité entre nous n'est pas aussi simple. Alors, on va revenir sur justement ces difficultés qui font que c'est pas évident, c'est pas si évident que de se fédérer. Voilà. Mais en tout cas, on comprend voilà, que vous, le déclic finalement, ça a presque été le Covid. Ça pour beaucoup d'ailleurs. Pour beaucoup, parce qu'effectivement, c'était comme une pause. C'était comme une pause, en fait, un arrêt sur ce qu'on faisait et ce qu'on était dans notre vie de tous les jours. Et ça mettait en lumière, en fait, nos désirs les plus enfouis, en fait, personnels. Et cette volonté de pouvoir dire aujourd'hui qu'il est temps peut-être que je puisse impacter, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement. Mais forcément, on a été dans le collectif. Et j'ai pu effectivement donc créer, cofondé avec
avec M. Bonaventure Banga, donc la structure qui s'appelle la Porte du Futur, qui accompagne les porteurs de projets aujourd'hui et des projets d'envergure sur le continent, et notamment le premier pays pilote sur lequel on a été, bien entendu, c'est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a une plateforme qui capte tous les projets structurants, et donc on les fait porter depuis l'amorçage avec nos différents partenaires qui sont des fonds d'investissement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on se rend compte qu'il y a des compétences au niveau de la diaspora, et c'est dans ce sens-là qu'on est en train d'œuvrer aujourd'hui, en dehors de cette casquette que je porte aussi, qui est une casquette politique, et dont c'est la raison pour laquelle je connais très bien Mme Claire ici, et que ce soit Cano. Donc c'est très important pour nous de pouvoir allier les deux casquettes, la politique et le business. Je pense que ça marche de pair. Merci pour cette présentation. Alors, on va vous laisser également vous présenter rapidement Afitou Joseph, mais rapidement aussi pour comprendre, finalement, vous avez cette casquette un peu plus secteur privé, donc aujourd'hui Ecobank RDC, responsable des canaux digitaux et alternatifs, et nous expliquer aussi, parce que aujourd'hui votre banque, alors elle est également présente en Europe, voilà, en France notamment, et effectivement, je pense que vous avez beaucoup de Congolais qui sont ici dans la salle, qui pourraient aussi avoir envie d'être accompagnés par un partenaire tel que vous. Et pourquoi peut-être, quel est le constat? Parce qu'aujourd'hui, déjà, vous avez beaucoup de demandes. Et ensuite, on comprendra aussi pourquoi, par exemple, moi, à titre personnel, je n'ai pas encore de compte chez Ecobank. Pourquoi, effectivement? C'est intéressant de se poser ces questions-là. Je vous laisse vous présenter. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Afitou Joseph Ikola. Je suis aide digital de Ecobank RDC, avec pour mission de développer et de renforcer l'écosystème digital dans le secteur bancaire. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont prises ici au niveau de la diaspora, mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ce n'est pas vraiment connu par le grand public. Alors, ces types d'événements que vous êtes en train de mettre en place nous permet au fait de connaître les réalités que la diaspora est en train de vivre, et puis voir comment est-ce que nous pouvons faire justement ce pont-là entre la diaspora et la RDC. Merci. Et du coup, Bénur, merci d'être avec nous, donc directeur pays à l'AFD, cette institution qu'on ne présente plus. Alors, pour vous, quel serait le constat que vous feriez avec justement cette casquette institutionnelle très forte, très présente, et cette diaspora finalement très active et dynamique? Est-ce que vous nous diriez? Merci beaucoup. Donc, je travaille à l'AFD, responsable pays sur Djibouti et la Somalie. Déjà, je tenais à remercier Charlotte pour cet événement, et je suis heureux de partager ce panel avec des visages très chaleureux et familiers. Alors, moi, mon premier constat, c'est que, comme un peu l'a dit Mme Claire et Canon, c'est qu'aujourd'hui, on a des diasporas dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la politique, dans l'économie et dans beaucoup de choses qui émergent et qui font des choses. Mais mon constat, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à travailler ensemble sur 3 volets. C'est-à-dire, de mon expérience à l'AFD, quand je vois dans d'autres pays où on travaille, il y a toute une synergie entre les diasporas et les personnes qui sont dans le pays. Et il y a un 3e volet, c'est l'État et l'institution. Je pense que dans tout ce qu'on fait en RDC, notre problème, c'est qu'on n'a pas un État qui accompagne toutes ces initiatives. Alors que les Turcs le font. Je vais citer un pays, peut-être ce n'est pas le moment de le citer, mais c'est quand même un bon exemple sur ça. Israël le fait. On a beaucoup de nations comme ça où les diasporas qui sont à l'extérieur du pays, les locaux qui sont dans le pays, appuyés par une politique publique, arrivent à créer des synergies en 3 têtes. Et je pense que nous, c'est ces triptyques qui nous manquent pour agir. Je donne un exemple simple. Par exemple, sur les questions politiques, on parle souvent de la situation en RDC, mais si on a des élus qui sont d'origine congolaise, qui sont nombreux en France, eux peuvent appuyer toutes ces stratégies et porter la voix pour que les gens s'intéressent à la situation à l'est du pays. Pour revenir sur le côté économique et financier,
moi, j'aimerais qu'on encourage nos jeunes à postuler, à travailler dans des institutions comme l'AID, dans des entreprises comme Total ou autres. Parce que plus qu'on est nombreux dans ces secteurs économiques, plus on peut avoir des positions pour pouvoir influencer la stratégie internationale de ces entreprises, notamment en RDC. Voilà. Merci infiniment. Alors, on le comprend finalement, les Congolais, les Congolaises évoluent dans toutes les sphères. Vous êtes vraiment la représentation de ce panel, c'est vraiment ça, ce qui est très intéressant. Alors, vous avez déjà évoqué quelques challenges, quelques défis que nous devons parvenir à relever finalement pour que notre diaspora mutualise, en synergie, mutualise ses compétences pour être un pilier fort pour qu'il puisse derrière permettre aussi le développement de la RDC. Finalement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup la diaspora uniquement comme des flux financiers. On finance le pays, on envoie de l'argent, on soutient. Mais qu'est-ce qu'on peut faire autrement avec des compétences, avec des positions, avec des stratégies pour également impacter le pays? Et quels sont les plus gros challenges aujourd'hui qui font que c'est pas si facile que ça finalement de se fédérer entre nous? Je dirais que dans un premier temps, il faut analyser les besoins du pays. Dans un premier temps, il faut analyser les besoins du pays. Pour que le pays puisse se développer sérieusement, c'est-à-dire avoir une montée en puissance, une domination économique et une structuration de la vulnérabilité, il faut étudier les leviers qui vont le permettre. Pour moi, ça se résume à 3 mots. Former, construire, innover. Bien. La diaspora, dans ces 3 axes, où est-ce qu'elle peut agir? Pourquoi et comment? Elle est exposée à la modernité parce qu'elle vit en Occident, mais aussi un peu à l'étranger, dans des pays où ils sont habitués à certaines choses. Et il est évident que pour quelqu'un qui est boulanger, en BTP, infirmier, qui soit dans la voirie, l'agriculture, l'agroalimentaire, ce sont en réalité des acquis qui peuvent servir d'expertise si on avait, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, un ministère de la diaspora qui est de retour, articulé autour des besoins du Congo. Le rôle d'un think tank comme le nôtre, c'est d'étudier en réalité les demandes sur les axes en tension, sur les axes de développement prioritaires, la mobilité, l'énergie, la formation, et de voir comment, à travers la diaspora pour la nôtre afropéenne, c'est un mot que je prends de mon confrère Bénur de l'AFD, de voir comment finalement on peut faire ce pont qui va servir la politique du pays au niveau du développement. Ça, c'est une des visions, d'accord? On le fait, nous, des fois, à petite échelle. Nous, par exemple, chez Téléma, notre confrère qui est un compagnon du devoir et quelqu'un qui fait de la formation, on a cherché par rapport aux incubateurs sur place d'agir là où il y avait de l'importance, parce que dans nos visions à nous, les infrastructures primaires, c'est ça qu'il faut en réalité, écoles, hôpitaux, autoroutes et autres. Mais avant tout ça, il faut de la formation. Former les gens pour avoir une main-d'œuvre de qualité, que celle-ci se transforme en force ouvrière nationale, permet justement d'agir sur l'économie du pays de manière durable. Si on ne commence pas par ça, c'est-à-dire de structurer, quand je dis l'invulnérabilité, c'est les infrastructures primaires, l'électricité, parce qu'il faut l'électricité pour les usines, pour l'agroalimentaire, pour l'industrie. Ensuite, l'agriculture et l'agroalimentaire, parce que le ventre vide, c'est compliqué quand même d'aller travailler. Ensuite, la mobilité urbaine. On aura beau dire qu'à Kinshasa, il y a énormément de grandes populations denses, certes, mais une population qui ne peut pas aller d'un point à l'autre aisément, comme on peut le vivre en Occident, c'est très compliqué. Et ça, c'est possible parce que les acteurs de l'ombre comme nous, qui utilisent une diplomatie hybride, en relation des fois justement avec l'AFD et d'autres, que ce soit la porte du futur ou pour actionner les leviers des élus, on est là justement pour que ça se réalise efficacement. Ce qu'on attend maintenant, c'est que le gouvernement de l'autre côté comprenne
cette importance de la diaspora, d'être justement cet adaptateur de circonstances qui fait la traduction entre les parties prenantes. Très intéressant. Alors, je vais vous laisser rebondir tout de suite. Mais moi, pendant votre allocution, du coup, ça m'a quand même fait penser. Une fois, j'ai échangé avec un ministre du coup, de la RDC qui m'expliquait que finalement, quand on regarde en termes de compétences aussi, parce que vous parlez de formation qui est très important, lui, il me disait, selon lui, il me disait que beaucoup de nos parents à nous, qui ont donc quitté la RDC, qui sont venus se former, qui se sont installés en Europe, beaucoup finalement ne sont pas rentrés. Ils se sont constitués comme diaspora au lieu finalement de mettre à disposition du pays leurs compétences, leur expertise acquise. Et c'était un point de vue que je trouvais très intéressant parce que finalement aujourd'hui on parle de diaspora et de difficultés pour se fédérer, etc. Est-ce que le problème ne serait pas avant tout mentalitaire? Est-ce que dans notre mentalité, on est suffisamment conscient qu'on a une partition à jouer, que ce soit ici ou même en retournant au pays? Parce qu'on parle de former, mais peut-être que ces expertises, en fait, elles seraient en RDC aujourd'hui si nos parents étaient rentrés, peut-être. Tout ça, ce n'est que de la supposition, mais est-ce qu'on n'est pas quelque part dans un problème déjà de mentalité avant tout? Non, je ne pense pas. Ce sont des questions de choix et de liberté aussi. On ne peut pas imposer à quelqu'un de rentrer ou de rester. En tout cas, ce que moi je voudrais dire, c'est que dans le cadre de passerelles que nous pouvons utiliser, et vous avez vu que nous sommes différents dans les approches, mais avec un objectif commun. Nous travaillons avec les institutions. Et moi, je le dis souvent, c'est que les gens qui ne s'intéressent pas à la politique, la politique s'intéresse à eux parce que finalement, ils vont subir un peu les décisions qui sont faites parce que tout est régi par la politique. Voilà pourquoi je veux rejoindre Bénur qui disait tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait un grand nombre de personnes, des jeunes surtout, qui puissent s'engager en politique parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra déjà affirmer notre apport en tant que diaspora, et c'est comme ça qu'on pourrait aussi se faire entendre. Donc, en économie, que ce soit en économie, que ce soit en termes culturels, que ce soit en termes associatifs, tout ça, tous nous devons converger à la même mission qui est justement de faire participer cette diaspora-là au niveau de la RDC en l'occurrence, et surtout aussi de l'Afrique, parce qu'on n'est pas tout seul comme diaspora. Donc nous, on fait un plaidoyer. Le CEFOC qui va régulièrement au Congo rencontrer les autorités du Congo, c'est pour faire un plaidoyer, d'expliquer qu'effectivement, il y a ces compétences-là, il y a ces expertises-là, il y a même ces idées-là que les gens veulent rentrer, sauf qu'ils ont besoin de recevoir une forme de sécurité. Parce que beaucoup s'interrogent, est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais rentrer, est-ce que je vais avoir la même vie qu'ici? Est-ce que je vais manger à ma faim? C'est caricatural, mais c'est ça la question. Parce que quelqu'un qui a passé 20 ans ici en Europe et le plonger directement au Congo du jour au lendemain, c'est compliqué. Parce que nous, on a l'habitude d'obtenir un accompagnement, justement, c'est là où je voulais en venir, parce que notre plaidoyer, c'est quoi? C'est de mettre en place un guichet unique. Un guichet unique qui permettra justement quelqu'un ou un jeune qui veut aller s'installer. Moi, je salue mes prédécesseurs qui étaient là, parce qu'on n'a pas les informations. De mettre en place ce guichet unique de manière à ce que quelqu'un qui veut rentrer puisse savoir à quelle porte elle va toquer pour pouvoir rentrer. Et il y a aussi cet aspect, et là je reviens vraiment en politique, cet aspect de visa. Vous savez qu'aujourd'hui, en tant que natif du Congo, malgré qu'on a la nationalité bien évidemment française, mais on paye un visa. Ça veut dire qu'on est considéré au jour d'aujourd'hui aussi comme des étrangers au Congo, ça il faut le dire clairement. Et nous faisons un plaidoyer pour qu'il y ait cette double nationalité soit mise en place. Parce que quand on prend un Marocain, on prend un Ivoirien, quand ils rentrent chez eux, c'est-à-dire qu'ils rentrent avec cette nationalité-là. Et nous faisons ce plaidoyer de manière à ce que, justement, de ce côté politique, qu'il y ait, comment dirais-je, un travail à faire pour qu'on puisse permettre
justement aux natifs du Congo, ou même ces jeunes qui sont nés ici, qui sont des Français, qui puissent au moins y aller librement et pouvoir, comment dirais-je, participer au développement du pays. Merci, merci, très intéressant. Vous vouliez rebondir? Oui, tout à fait. Au sein de la porte du futur, cette question du retour au pays d'origine est très importante parce qu'en réalité, ce qu'on étudie, c'est quel est en réalité le désir profond du porteur de projet. Est-ce qu'il a cette capacité de se dire qu'aujourd'hui, s'il apporte un projet, c'est parce qu'il compte retourner au pays pour pouvoir suivre son projet? Et donc, c'est l'une des questions que l'on pose exactement à la personne qui nous apporte un projet. Quelle est son ambition? Quelle est sa volonté pour retourner? Donc, les questions, effectivement, que ce soit de visa, de modalités d'installation, toutes ces questions-là sont des sujets que l'on analyse très profondément pour justement garantir au porteur de projet que son accompagnement sera de façon totale. Parce que une personne qui est d'origine congolaise aujourd'hui et qui a grandi ici, qui est née ici et qui a cette volonté parce que effectivement son projet aujourd'hui répond à des besoins concrets et parce que son expérience et son expertise permettent de mettre en place ce projet, a besoin effectivement d'avoir des garanties. Comment est-ce qu'il va s'installer? Comment est-ce qu'il va pouvoir vivre là-bas? Quelles sont les structures qui sont mises en place pour lui? Et ça, c'est une question qui est fondamentale. Elle est fondamentale aussi pour, sans rien cacher, pour la politique ici en France. C'est de savoir aujourd'hui l'immigration, toutes ces questions-là de retour. Ce sont des questions qui aujourd'hui font débat. Et comment est-ce que nous, dans nos structures, on peut garantir dans les politiques françaises aujourd'hui que les ressortissants ou les personnes originaires des pays africains ont cette volonté, après avoir acquis des compétences, cette volonté de repartir. Alors, nous, on encourage effectivement les personnes qui font des études aujourd'hui de s'orienter vers des besoins qui répondent aussi à du concret, à du terrain sur l'Afrique. Toutes ces filières qui autrefois étaient des filières un peu bateau, où tout le monde nous disait que c'était des personnes qui n'avaient pas la capacité de pouvoir faire de longues études dans l'administration comme du avocat ou consort. Mais l'agriculture, aujourd'hui, on se rend compte que l'agriculture est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on a besoin d'agriculteurs. On a besoin de pouvoir investir dans l'agriculture. On a besoin de personnes qui s'investissent dans la tech puissamment. Dernièrement, j'ai été dans une conférence avec une experte donc dans la tech, Béni, qui justement accompagne les jeunes femmes dans la tech. Elle disait on a absolument besoin de formateurs, de personnes qui vont former les jeunes filles, dans la tech. On a besoin de tout ça. Donc la question du retour, à un moment donné, il va falloir qu'on se la pose. Il va falloir qu'on se la pose parce qu'il y a des personnes qui sont issues de deuxième, troisième génération d'immigration, mais qui ont ce cœur, mais aussi il va falloir qu'on brise aussi quelques tabous, quelques histoires qu'on nous raconte, notamment nous qui sommes originaires de la RDC. On nous a raconté tellement d'histoires sur la sorcellerie, il ne faut plus retourner au village, tout ça, on va te manger, on va te... Donc c'est important de rappeler toutes ces choses-là, parce que c'est dans notre réalité, en fait, qui nous bloque et qui empêche... On revient aux mentalités aussi. On revient aux mentalités, et donc c'est important de briser tout ça, et de ne pas de briser tous ces plafonds de verre qui nous font que finalement on est bloqué ici en Europe, on est bloqué ici en France, alors qu'on a des ambitions qui vont au-delà de ce territoire français. On est demain, c'est en 2050, je pense, 2030, c'est plus de 120 millions d'habitants avec 60% de jeunes en République démocratique du Congo. Est-ce que vous voyez le marché, en fait, les potentiels et les opportunités? Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui, n'arrêtez pas, investissez pour un retour concret et réel dans les pays d'origine. Donc ça c'est vraiment ma position. Et voilà. Et rebondir, on a aussi Bénur qui... Oui, pour revenir au sujet de la mentalité, je pense que quand on parle de développement ou d'investissement, des acteurs comme l'AFD ou d'autres bailleurs travaillent facilement dans des structures, dans des pays où il y a une mentalité, une volonté d'aller de l'avant.
Je pense qu'on a beaucoup parlé ici de ce qu'on doit faire pour structurer les diasporas. On a parlé des plateformes. Tout ça, ça fait partie d'une politique